En franchissant la porte d'entrée après une journée de travail de 12 heures, je m'attendais à ma routine habituelle d'une soirée tranquille. Au lieu de cela, je découvris mon salon réaménagé comme une salle de réunion d'entreprise, avec un tableau blanc couvert de ce qui ressemblait à un manifeste. Ma femme se tenait là, les bras croisés, arborant une expression que je n'avais jamais vue auparavant, mi-activiste, mi-dictatrice. « Bienvenue dans notre nouvelle réalité », annonça-t-elle, en désignant le tableau blanc comme si elle présentait une proposition commerciale. Cette maison est désormais officiellement une zone sans patriarcat. Je posai mes clés et fixai le tableau, écrit de sa belle écriture. Des pointes énumérées firent tomber ma mâchoire. Division égale de toutes les tâches ménagères. Suivi sur une feuille de calcul. Aucune décision unilatérale sans réunion de consensus. Rotation de la télécommande toutes les 30 minutes pendant le temps de visionnage partagé. Et mon préféré, tous les objets, énergie masculine, devaient être relégués au sous-sol pour créer un espace de vie équilibré. « Tu es sérieuse ?» demandai-je, encore en train de digérer ce que je voyais. Elle sortit un dossier épais comme si elle concluait une affaire. Tout à fait sérieuse. J'ai lu sur les dynamiques de pouvoir domestique, et j'ai réalisé à quel point nous opérions sous un patriarcat intériorisé. C'est notre chance de créer quelque chose de révolutionnaire. Je feuilletai le dossier. Elle avait créé un système de points pour les tâches, un planning pour déterminer qui ferait le café en premier le matin. Et je ne plaisante pas. Un contrat stipulant que je devais demander la permission avant de réorganiser les meubles ou de choisir quoi regarder à la télévision. Donc, si je comprends bien, dis-je, gardant un ton posé, tu as décidé de restructurer tout notre foyer sur la base d'un livre que tu as lu, sans me consulter d'abord. C'est exactement ce type de pensée patriarcale que nous devons éliminer, rétorqua-t-elle. L'idée que tu aurais dû être consulté en premier fait partie du problème. Je regardais autour de moi ce qui était autrefois mon salon. Mon fauteuil inclinable avait disparu. Mes souvenirs sportifs s'étaient volatilisés. Même ma tasse de café, celle que j'utilisais tous les matins depuis 3 ans, était introuvable. Où sont mes affaires ? Relocalisé pour créer un environnement plus neutre. Ton fauteuil est au sous-sol, avec tout ce qui pourrait renforcer les rôles de genre traditionnels. Je me dirigeai vers la cuisine et ouvris le placard où je gardais mon café. Disparu. Remplacé par un mélange bio et équitable qui coûtait probablement 3 fois plus cher et avait un goût de carton. Le café aussi. Ta vieille marque n'était pas éthiquement sourcée. Nous faisons de meilleurs choix maintenant. Je restai là un moment, absorbant tout cela. Ce n'était pas une discussion, ni même une dispute. C'était un coup d'état. Elle avait passé la journée à démanteler tout ce qui était familier dans notre maison pour le remplacer par une sorte d'expérience sociale. Et que se passe-t-il si je ne suis pas d'accord avec ces nouvelles règles ? Elle sortit une autre feuille de papier. J'ai documenté plusieurs cas de comportements problématiques que nous devrons traiter à travers le processus de restructuration. Résister au changement ne serait qu'un autre exemple de conditionnement patriarcal. Je lus sa liste. Apparemment, changer de chaîne sans demander était une domination médiatique. Faire du café sans lui proposer d'en faire pour elle en premier était de l'eau. Égoïsme domestique. Et mon préféré, m'endormir sur le canapé pendant ces émissions de télé-réalité était méprisant des intérêts féminins. Tu as tenu une liste de mes crimes. J'ai observé des schémas qui nécessitent une correction, il fallait admirer la minutie. Même si tout cela était complètement insensé. Elle avait transformé notre mariage en un projet de justice sociale, avec documentation et mesures de responsabilisation. Et ensuite, je reçois un manuel, un séminaire de formation. En fait, oui, j'ai déjà prévu un atelier pour le week-end prochain avec une consultante en relations spécialisées dans la déconstruction des structures de pouvoir domestique. Je la regardais, vraiment, et réalisais que quelque chose avait fondamentalement changé. Ce n'était pas une question d'égalité ou de justice, c'était une question de contrôle. Elle avait trouvé un moyen socialement acceptable de micro-gérer tous les aspects de notre vie commune. Et si je refuse ? Alors tu prouveras exactement pourquoi cette intervention était nécessaire. Je posai le dossier sur le comptoir et me dirigeai vers la porte du sous-sol. Eh bien, je suppose que je ferais mieux d'aller vérifier mon masculinité relocalisée. Ce n'est pas une blague. Lança-t-elle derrière moi. Ma réaction non plus, répondis-je en descendant pour voir ce qu'il restait de ma vie. Le sous-sol ressemblait à une explosion d'un garde-meuble. Mon fauteuil était dans un coin, à côté de boîtes contenant mes livres, mes outils, et tout ce qui avait apparemment été jugé trop masculin pour la maison principale. Même ma cafetière était là, débranchée et abandonnée. Je la rebranchai et me fis une tasse de vrai café tout en réfléchissant à ce que je venais de voir à l'étage. Ce n'était pas une question d'égalité. C'était une question de créer une nouvelle hiérarchie avec elle au sommet. Elle avait simplement remplacé un système de contrôle par un autre. Sauf que celui-ci venait avec une justification morale qui rendait toute résistance déraisonnable. Mais le contrôle, ça ne fonctionne que si on l'accepte. Et je commençais à réaliser que j'avais un choix à faire. 3 jours après le début du nouveau régime, je rentrais chez moi pour trouver 4 femmes assises dans mon salon comme si elles en étaient propriétaires.
Ma femme avait disposé les meubles en cercle et elle tenait toutes des carnets, hochant sérieusement la tête à quelque sagesse profonde partagée. Parfait timing, annonça ma femme lorsque j'entrai. Nous discutons des stratégies révolutionnaires pour la transformation domestique. Une des femmes, une dame d'apparence sévère aux cheveux gris courts, m'étroisa de haut en bas comme si j'étais un spécimen de laboratoire. Donc, c'est le sujet que nous analysons. Sujet. Voilà ce que j'étais devenu dans ma propre maison. Mesdames, voici mon mari. Nous sommes en plein processus de sensibilisation de sa conscience. Les femmes me sourirent avec cette condescendance généralement réservée aux petits-enfants ou aux animaux blessés. Je hochai poliment la tête et me dirigeai vers la cuisine. Mais la voix de ma femme m'arrêta. En fait, ce serait une occasion parfaite pour pratiquer l'écoute active. Pourquoi ne pas te joindre à nous? Ce n'était pas une requête. Je regardais le cercle de chaises et réalisais qu'il n'y en avait pas pour moi de toute façon. Je vais juste prendre de l'eau et descendre. Fuir les vérités inconfortables est exactement le type de comportement d'évitement que nous cherchons à éliminer. Y intervint la femme aux cheveux gris. Je me retournai pour leur faire face. Je ne fuis rien. Je vais dans mon propre sous-sol pour ne pas interrompre votre réunion. Tu vois? Dit ma femme au groupe, une déviation classique par une fausse raisonnabilité. Les femmes hochèrent la tête et griffonnèrent dans leurs carnets comme si elles documentaient un phénomène psychologique rare. Je restai là un moment, observant ces étrangères analyser mon comportement dans mon propre salon, et je sentis quelque chose changer en moi, non pas vers la soumission, mais vers une clarté totale sur ce qui se passait ici. Tu sais quoi, tu as tout à fait raison, dis-je en attrapant une chaise de la salle à manger. Je devrais vraiment rester pour ça. Je plaçai la chaise directement en face de ma femme et m'assis. Les femmes échangèrent des regards, clairement surprises que je participe réellement. Alors, dis-je en regardant autour du cercle, quelle stratégie révolutionnaire discutons-nous? Ma femme sembla mal à l'aise pour la première fois depuis le début de cette affaire. Nous partageons des histoires de succès sur la mise en œuvre de changements positifs dans nos relations, des histoires de succès. Ça semble fascinant. Je sortis mon téléphone. Ça vous dérange si je prends des notes aussi? Je veux m'assurer d'absorber vraiment ces stratégies révolutionnaires. La femme aux cheveux gris s'éclaircit la gorge. En fait, nous venions de terminer. Oh, ne vous arrêtez pas à cause de moi. Je suis sincèrement curieux de la méthodologie ici. Je regardais directement ma femme. Par exemple, comment mesurez-vous le succès dans ces transformations? Suivez-vous les taux de conformité, les schémas de résistance, les modifications comportementales? La pièce devint silencieuse. Une des femmes plus jeunes tripotait son carnet nerveusement. Je veux dire, continuai-je. Si c'est une approche scientifique pour améliorer les relations, il doit y avoir des résultats mesurables. Non, des indicateurs de succès. Le visage de ma femme rougissait. Ce n'est pas un projet de recherche. Il s'agit de créer une égalité authentique. Égalité authentique. J'aime ça. Je me penchai en avant, donc. Quand tu as mis en place ces changements sans me consulter, était-ce un exemple d'égalité authentique? Parce que j'essaie de comprendre la base de départ. La femme aux cheveux gris se leva brusquement. Je pense que nous devrions poursuivre cette discussion lors de la réunion de la semaine prochaine. La réunion de la semaine prochaine. Je regardais ma femme, c'est une chose hebdomadaire maintenant. Nous formons un réseau de soutien pour les femmes qui naviguent dans les transformations domestiques, dit-elle sur la défensive. Un réseau de soutien, dans notre salon, chaque semaine. Je hochai la tête pensivement. Et les autres maris sont-ils au courant de ce réseau de soutien? Font-ils partie du processus de transformation aussi? Les femmes rassemblaient leurs affaires avec une urgence croissante. Apparemment, la présence du sujet, même de leur analyse, les mettait mal à l'aise. En fait, dis-je en me levant, avant que vous ne partiez, j'aimerais entendre parler de vos histoires de succès. Quelles stratégies révolutionnaires ont le mieux fonctionné pour vos situations? La plus jeune femme semblait vouloir disparaître dans le sol. La femme aux cheveux gris lança à ma femme un regard qui disait clairement « Contrôle ton mari ». Peut-être devrions-nous discuter des stratégies de mise en œuvre en privé d'abord. Dit rapidement ma femme « Stratégie de mise en œuvre ». Je souris. Tu sais, j'ai fait des recherches moi aussi. Savais-tu que la plupart des changements organisationnels réussis nécessitent l'adhésion de toutes les parties prenantes? C'est fascinant. Les femmes étaient pratiquement en train de courir vers la porte à ce moment-là. Ma femme les suivit dehors. Et j'entendis des conversations chuchotées sur le porche à propos des schémas de résistance et des protocoles d'escalade. Quand elle revint à l'intérieur, son comportement avait complètement changé. La révolutionnaire confiante avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait véritablement secoué. C'était complètement inapproprié, dit-elle. Qu'est-ce qui était inapproprié? J'ai participé exactement comme tu me l'as demandé. Tu étais délibérément perturbateur. Je posais des questions sur votre méthodologie. N'est-ce pas ce que la sensibilisation de la conscience est censée encourager? Elle me fixa longuement, et je pouvais voir qu'elle essayait de trouver un moyen de reprendre le contrôle de la narrative. Mais voilà le truc avec les jeux, une fois que les deux personnes savent qu'elles jouent, les règles changent complètement. Les femmes étaient mal à l'aise, dit-elle enfin.
Les femmes étaient mal à l'aise de discuter de leur stratégie révolutionnaire devant la personne qu'elles planifiaient. C'est intéressant. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'authenticité du processus? Elles n'avaient pas de réponse à cela. Pour la première fois depuis le début de cette expérience, c'était elle qui semblait vouloir battre en retraite. « Je vais préparer le dîner », dit-elle en se dirigeant vers la cuisine. Excellente idée. Selon le planning. C'est en fait mon tour, mais je suis heureux de te laisser prendre celui-ci. Je m'assis dans ma chaise, celle que j'avais apportée de la salle à manger, puisque la mienne était toujours bannie au sous-sol. Je vais juste m'asseoir ici et pratiquer un peu de cette écoute active dont nous avons parlé. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. J'embrasse juste le processus de transformation. N'est-ce pas ce que tu voulais? Le lendemain matin, je me réveillai à 5h30 et consultai immédiatement la feuille de calcul des tâches ménagères qu'elle avait si soigneusement élaborée. Selon son système, celui qui se réveillait en premier était responsable de démarrer le café et de préparer le petit déjeuner. Je n'avais jamais été matinal. Mais soudain, j'étais motivé à embrasser complètement cette nouvelle structure. Je fis du café, le mélange bio et équitable qui avait un goût de déception, et préparai le petit déjeuner selon les directives de repas équilibrés nutritionnellement qu'elle avait affichées sur le réfrigérateur. Bol de quinoa avec des légumes de saison et une source de protéines non problématique pour l'environnement. Je l'avais même présenté avec le style digne d'Instagram qu'elle admirait toujours. Quand elle descendit à 7h, elle me trouva assis à la table avec mon propre petit déjeuner, consultant un carnet. « Tu es debout tôt », dit-elle, l'air suspicieux. Je suis juste le système. L'oiseau matinal s'occupe du petit déjeuner. Je levai mon carnet. J'ai suivi mes taux de complétion des tâches. Tu veux voir? Elle se versa du café et s'assit en face de moi, regardant le carnet avec méfiance. Quel genre de suive? Eh bien, tu as documenté mes comportements problématiques. Alors j'ai pensé que je devrais documenter mes progrès vers l'amélioration. J'ai créé un système de points basé sur tes directives. J'ouvris le carnet et lui montrai des pages de graphiques détaillées. Temps de complétion des tâches. Scores d'attitude. Instancé où j'ai demandé la permission avant de prendre des décisions mineures. J'avais transformé son système en quelque chose qui ferait pleurer de joie un expert en efficacité d'entreprise. C'est très approfondi, dit-elle en feuilletant les pages. Merci. J'ai aussi remarqué quelques incohérences dans le cadre initial que je pense que nous devrions aborder. Je sortis un autre dossier. Par exemple, le tableau de répartition du travail émotionnel ne tient pas compte de l'énergie mentale nécessaire pour maintenir les systèmes de suivi eux-mêmes. Sa tasse de café s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Que veux-tu dire? Eh bien, créer des feuilles de calcul, maintenir la documentation, planifier les réunions du groupe de soutien. C'est aussi du travail émotionnel. Non. Alors, j'ai calculé les heures que tu passes à entretenir le système et j'ai créé un mécanisme d'équilibrage. Je lui montrai ma contrefeuille de calcul. Chaque minute qu'elle passait à organiser nos vies avait été enregistrée et catégorisée. Planification de réunions, création de listes. Même le temps passé à me faire la leçon sur les schémas de comportement patriarcaux. Tu ne peux pas être sérieux. Pourquoi pas? Si nous allons faire ça, scientifiquement, nous devons tenir compte de toutes les variables. J'ai aussi commencé à suivre les schémas de prise de décision. Je tournais une autre section. Sais-tu que depuis la mise en place du système de décision basé sur le consensus, tu as pris 17 décisions unilatérales. Je les ai toutes documentées. Elle fixait le carnet comme s'il allait la mordre. Quel genre de choix? Here. Tu as décidé que nous aurions la réunion du groupe de soutien sans me consulter. C'est une décision unilatérale concernant notre espace de vie partagé. Tu as aussi choisi de réorganiser à nouveau les meubles du salon sans passer par le processus de consensus que nous avons établi. Ce n'est pas la même chose, Dash. En fait, selon ton propre cadre, si. Je sortis une copie de son manifeste initial. Toutes les décisions affectant la dynamique du foyer doivent être prises par une discussion collaborative. Tu as souligné la discussion collaborative comme un principe fondamental. Elle ouvrit la bouche pour argumenter, puis la referma. Je pouvais voir qu'elle essayait de comprendre comment expliquer pourquoi ces décisions unilatérales étaient différentes des miennes. Je suis aussi en train de suivre le respect des exigences de disponibilité émotionnelle. Continuai-je. Le système exige une écoute active et des réponses empathiques lors de toutes les discussions domestiques. Mais hier, quand j'ai posé des questions sur le budget des courses, tu as rejeté mes préoccupations sans t'engager dans le processus de résolution collaborative décrit dans la section 3. Tu déformes tout, vraiment. Parce que j'essaie sincèrement de comprendre comment le système fonctionne. Si l'objectif est une égalité authentique, les règles ne devraient-elles pas s'appliquer également aux deux participants? Elle se leva brusquement et commença à faire les 100 pas dans la cuisine. Ce n'est pas ce que je voulais dire quand j'ai dit que nous devions aborder les dynamiques de pouvoir. Alors aide-moi à comprendre ce que tu voulais dire. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu as créé un système qui te donne l'autorité de surveiller et de corriger mon comportement tout en t'exemptant de la même responsabilité. Ce n'est pas ça. Dash. Elle s'arrêta de faire les 100 pas et me fusilla du regard.
Tu es délibérément obtus. En fait, je suis délibérément minutieux. Here. Tu as dit que ma résistance au changement était une preuve de conditionnement patriarcal. Alors j'ai décidé d'embrasser le changement complètement. Chaque règle, chaque directive, chaque principe. Je mets tout en œuvre. Je me levai et me dirigeai vers le réfrigérateur, où j'avais affiché ma propre addition à son système. J'ai aussi créé un plan d'amélioration de la communication, puisque le travail émotionnel inclut la gestion des conflits domestiques. J'ai pensé que nous devrions établir des protocoles pour aborder les désaccords de manière constructive. Elle regarda mon ajout avec une horreur croissante. J'avais retourné son propre langage contre elle, créant un processus formel pour traiter les comportements problématiques qui s'appliquaient à nous deux de manière égale. C'est ridicule, dit-elle, vraiment. Parce que ce matin, quand tu as qualifié mes efforts de conformité de ridicule, c'était un langage dédaigneux qui ne correspond pas aux directives de communication de soutien dans ton cadre initial. Elle me fixa longuement, et je pouvais voir le moment exact où elle réalisa ce que je faisais. Je ne combattais pas le système, je l'exposais en le suivant parfaitement. Tu penses que tu es très intelligent, dit-elle enfin. Je pense que je suis très engagé envers une égalité authentique. N'est-ce pas ce que nous voulons tous les deux? Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle prit son café et remonta à l'étage, me laissant seul avec mes feuilles de calcul et mon petit déjeuner parfaitement équilibré. Mais voilà le truc avec les systèmes de contrôle. Ils ne fonctionnent que lorsque une seule personne détient tout le pouvoir de définir les règles. Dès que vous appliquez ces règles de manière cohérente à tout le monde, toute la structure commence à s'effondrer. Je passais le reste de la matinée à mettre à jour ma documentation et à me préparer pour ce que je savais être sa prochaine action. Parce que quand les gens réalisent que leur tactique de contrôle se retourne contre eux, ils ne répondent généralement pas en admettant leur défaite. Ils intensifient. Je n'aurais pas dû être surpris. En entrant dans le salon jeudi soir, je trouvais un homme d'une 50aine d'années assis dans ce qui était autrefois mon fauteuil, apparemment ramené du sous-sol pour cette occasion spéciale. Il portait le genre de blazer décontracté qui criait « Je facture à l'heure » et avait l'expression excessivement sérieuse de quelqu'un qui se prend très au sérieux. « Voici le docteur Richardson », annonça ma femme. C'est un consultant en relations spécialisé dans l'aide aux couples pour naviguer dans les transitions des dynamiques de pouvoir. Le docteur Richardson se leva et me tendit la main avec la poigne ferme, probablement enseignée dans une école de consultants. « J'ai beaucoup entendu parler de votre situation. Je suis ici pour faciliter un dialogue productif. » Je serrai sa main et regardai autour de la pièce. Ma femme avait encore réorganisé les meubles. 3 chaises en formation de triangle, avec une petite table couverte de brochures sur la toxicité masculine et les cadres d'équité domestique. Dialogue productif. Ça semble coûteux, dis-je en prenant la chaise restante. Le docteur Richardson rit de cette manière pratiquée que les consultants utilisent quand ils veulent reconnaître l'humour sans trouver ça drôle. Je préfère considérer cela comme un investissement dans la durabilité des relations. D'accord. Et quel est votre tarif pour la durabilité des relations? Facturez-vous par percée ou à l'heure? Ma femme me lança un regard d'avertissement. Nous sommes ici pour aborder les schémas de résistance que nous avons rencontrés. Schémas de résistance, répétai-je en m'installant dans ma chaise. Docteur, avant de plonger dans mes schémas, je suis curieux de votre méthodologie. Comment mesurez-vous généralement le succès dans ces interventions? Le docteur Richardson ouvrit un portfolio en cuir et en sortit un porte-bloc. Eh bien, nous commençons par identifier les comportements problématiques et développons des stratégies ciblées pour leur modification. Stratégie de modification. Intéressant. Je me penchai en avant. Et trouvez-vous que le changement durable nécessite généralement l'adhésion des deux parties, ou votre approche se concentre-t-elle principalement sur la modification du comportement d'un partenaire? Dans ce cas, votre femme a identifié des domaines spécifiques où les structures de pouvoir traditionnelles créent un dysfonctionnement relationnel. Structure de pouvoir traditionnelle. Je hochai la tête pensivement. Comme quoi, il consulta ses notes. Domination dans la prise de décision, évitement du travail émotionnel, et résistance aux initiatives d'équité domestique. Ça semble sérieux. Pouvez-vous me donner des exemples spécifiques de la manière dont cela se manifeste dans notre relation? Le docteur Richardson regarda ma femme, qui semblait soudainement moins confiante qu'il y a 5 minutes. Eh bien, il y a le schéma documenté de rejet des processus de prise de décision collaborative. Pouvez-vous être plus précis? Parce que j'ai suivi mes propres schémas comportementaux, et j'aimerais comparer mes notes avec votre évaluation. Je sortis mon carnet, celui que j'avais tenu au cours de la dernière semaine. Les sourcils du docteur Richardson se haussèrent légèrement. Vous vous autosurveillez, absolument. Si nous allons aborder les comportements problématiques, nous avons besoin de données précises. Non. J'ouvris mon journal de prise de décision. Par exemple, au cours des 7 derniers jours, j'ai documenté 23 décisions domestiques. 14 ont été prises en collaboration grâce au processus de consensus établi par ma femme. 6 étaient des décisions d'urgence nécessitant une action immédiate, et 3 ont été prises unilatéralement par ma femme, sans suivre son propre cadre collaboratif. Le docteur Richardson sembla confus.
Je ne suis pas sûr de comprendre. Eh bien, prenons la décision du dîner de mardi. Selon les directives d'équité domestique, la planification des repas doit être collaborative. Mais ma femme a choisi de commander une pizza sans me consulter d'abord. C'est une décision unilatérale qui contourne le système même qu'elle a créé pour empêcher la prise de décision unilatérale. Ma femme rougissait. Ce n'est pas la même chose. En quoi est-ce différent? Demandai-je sincèrement. Parce que j'essaie de comprendre la distinction entre les décisions unilatérales acceptables et inacceptables. Mais les critères semblent incohérents. Le docteur Richardson griffonnait frénétiquement des notes. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur les schémas de communication sous-jacents. Excellente idée. Parlons de communication. Je tournai une autre section de mon carnet. J'ai suivi les instances de langage dédaigneux et j'ai trouvé des schémas intéressants. Par exemple, quand j'ai posé des questions sur les nouvelles règles domestiques, on m'a dit que j'étais délibérément obtus. Quand j'ai demandé des précisions sur les calculs du travail émotionnel, on m'a accusé de déformer les choses. Ce sont des exemples de communication productive. Tu passes à côté de l'essentiel, dit ma femme, la voix plus forte. Alors aide-moi à comprendre l'essentiel, parce que de mon point de vue, on dirait que nous avons créé un système où questionner le système est automatiquement qualifié de résistance. Le docteur Richardson s'éclaircit la gorge. Ce que j'entends, c'est une certaine défensive face au processus de changement. De la part de qui? Demandai-je. Il me regarda comme si j'avais posé une question piège. Eh bien, de votre part, évidemment. Vraiment. Parce que j'ai mis en œuvre chaque directive du cadre d'équité domestique. J'ai tenu des registres détaillés de ma conformité. J'ai même créé des mesures de responsabilisation supplémentaires pour m'assurer que je respecte les normes de prise de décision collaborative. Quelle partie de ce comportement suggère de la défensive? Le docteur Richardson feuilleta ses notes, cherchant clairement quelque chose qui soutiendrait sa conclusion prédéterminée. Votre femme a mentionné que vous avez été excessivement conforme d'une manière qui semble passive-agressive. Excessivement conforme. Je laissais cela flotter dans l'air un moment. Donc, suivre les règles exactement comme écrites est maintenant un problème. Quand c'est fait, pour faire valoir un point plutôt que pour créer un changement authentique. Oui. Et comment faites-vous la distinction entre une conformité authentique et une conformité performative? Quels indicateurs utilisez-vous pour mesurer l'authenticité du changement comportemental? Le docteur Richardson commençait à ressembler à quelqu'un qui regrettait d'avoir choisi cette carrière. Il s'agit plus de l'esprit des changements que de la lettre de la loi. L'esprit des changements. Je vois. Je fermais mon carnet. Donc, quand ma femme a créé des feuilles de calcul détaillées et des mesures de responsabilisation, c'était dans l'esprit de l'égalité. Mais quand je suis précisément ces mêmes mesures, c'est une résistance passive-agressive. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors que dites-vous? Parce que j'essaie sincèrement de comprendre comment ce cadre est censé fonctionner. Ma femme explosa enfin. Tu es impossible. Tout cela est censé améliorer notre relation, et tu en fais une sorte d'exercice intellectuel. En fait, dis-je calmement, j'applique la même approche analytique au système que celle que tu as utilisée pour le créer. Si l'objectif est une égalité authentique, ne devrions-nous pas pouvoir examiner le cadre objectivement? Le docteur Richardson rassemblait ses papiers. Je pense que nous devons programmer des séances individuelles avant de continuer avec le travail de couple. Des séances individuelles pour aborder quoi, précisément? Votre résistance au processus thérapeutique. Je ris. Vraiment. À haute voix. Docteur, avec tout le respect que je vous dois, signaler les incohérences logiques d'un système n'est pas une résistance à la thérapie. C'est de la pensée critique. Et cette attitude est exactement le problème. Lança ma femme. Mon attitude de poser des questions et de demander des clarifications est le problème. Le docteur Richardson se leva. Je pense que nous avons identifié le problème central. Nous devrons travailler sur votre volonté à vous engager dans le processus de bonne foi. Je me suis engagé de bonne foi. J'ai suivi chaque règle, documenté chaque interaction et demandé des clarifications quand les choses n'avaient pas de sens. Si ce n'est pas un engagement de bonne foi, qu'est-ce que c'est? Aucun d'eux n'avait de réponse à cela. Le docteur Richardson rangea ses affaires pendant que ma femme l'accompagnait à la porte. Et je pouvais les entendre avoir une conversation urgente sur les stratégies d'escalade et les protocoles d'intervention. Quand elle revint, j'étais toujours assis dans la chaise, attendant. Eh bien, dit-elle, eh bien quoi? Tu ne vas pas dire quelque chose de suffisant sur la façon dont ça s'est passé. En fait, je pensais programmer ma propre consultation. Avec qui? Un avocat spécialisé en divorce, puisque nous faisons appel à des professionnels pour évaluer les dynamiques de notre relation. Je me dis que je devrais obtenir un deuxième avis. La couleur quitta son visage. Tu ne peux pas être sérieux. Pourquoi pas? Si nos problèmes nécessitent une intervention professionnelle, ne devrions-nous pas explorer toutes les options disponibles? Pour la première fois depuis le début de tout cela, elle sembla réellement effrayée, et c'est là que je réalisai que la dynamique de pouvoir avait complètement changé. Vendredi matin, je me fis porter pâle au travail. Pas parce que j'étais malade, mais parce que j'avais des affaires importantes à régler. Pendant que ma femme était à son travail, donnant des cours sur les études de genre à des étudiants universitaires,
Je démantelais méthodiquement la vie que nous avions construite ensemble. Premier arrêt, la banque. J'ouvris mon propre compte courant et transférai exactement la moitié de notre épargne commune. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Une répartition égale, comme elle l'avait toujours voulu. Ensuite, l'unité de stockage que j'avais louée à 3 pâtés de maison. Je chargeais mon camion avec tout ce qui comptait vraiment pour moi. Outils, livris, album photo d'avant notre mariage, et les quelques meubles qui m'appartenaient avant que nous emménagions ensemble. Tout le reste, les choses que nous avions achetées en tant que couple, restait exactement où c'était à midi. J'étais assis dans le bureau d'une avocate spécialisée dans qu'elle appelait poliment les dynamiques conjugales complexes. Donc, elle veut l'égalité. Dites l'avocate après que j'eus fini mon histoire. Elle veut un contrôle déguisé en égalité. Et vous voulez sortir. Je veux retrouver ma dignité. La paperasse était étonnamment simple. Divorce sans faute, répartition équitable des actifs. Pas d'enfants pour compliquer les choses. L'avocate me tendit un dossier assez épais pour mettre fin à un mariage. Elle essaiera probablement de négocier une fois qu'elle réalisera que vous êtes sérieux, prévint-elle. Elle essaiera certainement de négocier. Mais la phase de négociation s'est terminée quand elle a fait venir un consultant pour réparer ma personnalité. Je rentrai à la maison avant elle et m'assis à la table de la cuisine avec les documents de divorce étalés comme une proposition commerciale. Quand elle franchit la porte à 17h30, parlant de sa journée, elle s'arrêta net en voyant les documents. « Qu'est-ce que c'est ? Tes papiers de liberté. » Une indépendance totale de l'oppression patriarcale, comme tu le voulais. Elle prit la feuille du dessus avec des mains tremblantes. Tu as demandé le divorce. Je me suis déclaré réfugié de la zone sans patriarcat et j'ai demandé la citoyenneté ailleurs. Ce n'est pas drôle. Tu as raison, ce n'est pas drôle du tout. Je me levai et lui tendis un deuxième dossier. Ceci contient une ventilation complète de toutes les responsabilités que tu devras gérer indépendamment. Paiements hypothécaires, services publics, entretien de la voiture, réparation domestique, travaux de jardinage. Et tout ce que je m'occupais pendant que tu étais occupé à documenter mes comportements oppressifs. Elle ouvrit le dossier et fixa la liste. Tu ne peux pas simplement partir. En fait, je peux, et je le fais. Je pris mes clés sur la table. La beauté de ta zone sans patriarcat, c'est qu'elle n'a pas besoin d'un patriarche pour fonctionner, n'est-ce que pas ? Donc, tu devrais être parfaitement capable de tout gérer seul. Où vas-tu ? Quelque part où je peux prendre des décisions unilatérales sur les marques de café et les chaînes de télévision sans avoir besoin d'une réunion de consensus. On peut arranger ça. On peut modifier le système. Le système n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu n'as jamais voulu un partenaire. Tu voulais un subordonné que tu pouvais reprogrammer selon tes spécifications. Elle me suivit jusqu'à la porte, la panique remplaçant la confiance qu'elle affichait depuis des semaines. Tu réagis de manière excessive. Tous les couples traversent des périodes d'ajustement. Les périodes d'ajustement n'impliquent pas d'embaucher des consultants pour réparer la personnalité de ton conjoint. J'essayais de nous améliorer. Je me tournais sur le seuil. Tu essayais de me rendre plus petit pour que tu puisses te sentir plus grande. Il y a une différence. Alors c'est tout. Tu vas juste jeter tout que nous avons construit. Tu l'as jeté le jour où tu as décidé que notre mariage devait être restructuré sans mon avis. Je ne fais que rendre cela officiel. Je sortis et fermai la porte derrière moi, la laissant seule dans la zone sans patriarcat qu'elle avait créée, seule avec ses feuilles de calcul, ses manifestes et son indépendance complète de l'influence masculine. Mon téléphone commença à vibrer avant que je n'atteigne le camion. Textos, appels, messagers vocaux, tous des variations du même thème désespéré. On pouvait arranger ça. Elle s'était trompée. Reviens, s'il te plaît, pour qu'on puisse parler. Mais le temps des discussions s'était terminé quand elle avait cessé de me voir comme un partenaire égal et avait commencé à me traiter comme un problème à résoudre. 6 semaines plus tard, j'étais assis dans mon nouvel endroit. Une maison simple avec 2 chambres, un garage pour mes outils et une cuisine où je pouvais boire le café que je voulais. Pas de feuilles de calcul sur le réfrigérateur. Pas de réunion de consensus sur quoi regarder à la télévision. Et certainement pas de groupe de soutien analysant mes schémas de comportement. Mon téléphone vibrait encore régulièrement avec ces messages. Le ton était passé de la colère à la désespérance, puis à la pathétique. Le dernier arriva pendant que je faisais griller un steak sur ma terrasse arrière, quelque chose qui aurait requis une évaluation d'impact sur la durabilité dans l'ancien système. La maison semble vide. Je réalise maintenant que je suis allé trop loin. Pouvons-nous parler, s'il te plaît ? Je le supprimai sans répondre, comme j'avais supprimé les 43 messages précédents. Certains appelaient cela cruel. Moi, j'appelais cela maintenir des limites. Le divorce fut finalisé un mardi. Elle avait tout essayé pour l'arrêter. Thérapie de couple, médiation. Même en faisant venir ses amis du groupe de soutien pour intervenir une dernière fois. Mais on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui a déjà quitté la table. Ce soir-là, elle se présenta à ma porte. Je la reconnus à peine. La révolutionnaire confiante qui avait restructuré notre foyer avait disparu. Cette femme semblait fatiguée, vaincue.
et en quelque sorte plus petite. Je sais que tu ne veux probablement pas me voir. Commença-t-elle. Tu as raison, je ne veux pas. Je voulais juste m'excuser. Je vois maintenant que j'essayais de te contrôler au lieu de créer de l'égalité. Félicitations. Il t'a fallu engager un consultant et perdre un mari pour le comprendre. J'avais peur, dit-elle, les larmes commençant. Peur que si je ne prenais pas le contrôle de tout, je me perdrais dans la relation. Alors, à la place, tu as perdu la relation entièrement. Une pensée stratégique à son meilleur. Ne sois pas cruel. Je ne suis pas cruel. Je suis honnête. Tu as transformé notre mariage en une expérience sociale, et tu as été surprise quand j'ai refusé d'être ton rat de laboratoire. Elle essuya ses yeux. Je pensais que tu te battrais pour nous. Je me suis battu. Chaque fois que j'ai posé des questions sur ton système, chaque fois que j'ai signalé les contradictions, chaque fois que j'ai refusé d'accepter que questionner ton autorité faisait de moi un problème, c'était moi qui me battais pour nous. Je voulais dire te battre différemment. Tu voulais dire te soumettre. Il y a une différence. Elle se tenait là sur mon porche, l'air perdu. Alors, il n'y a rien que je puisse faire. Aucun moyen de réparer ça. Tu peux en tirer des leçons. Trouve quelqu'un qui veut être géré et contrôlé, parce que c'est ce que tu cherches. Mais ne l'appelle pas égalité la prochaine fois. Ce n'est pas ce que je veux, c'est exactement ce que tu veux. Tu voulais un partenaire qui suivrait tes règles, accepterait ton jugement et te remercierait pour le privilège d'être corrigé. Ce n'est pas un mariage. C'est une dictature avec un meilleur marketing. Elle tenta une dernière approche. Et si je prouvais que j'ai changé? Et si je te montrais que les choses pourraient être différentes? Le moment pour prouver quelque chose était quand nous étions mariés. Tu as choisi de prouver que tu pouvais restructurer ma personnalité à la place. J'ai fait une erreur, tu as fait un choix. Chaque jour pendant des semaines, tu as choisi de me traiter comme un problème plutôt qu'un partenaire. Tu as choisi de documenter mon comportement comme si j'étais une étude de cas. Tu as choisi d'amener des étrangères dans notre maison pour analyser ma résistance à ton autorité. J'essayais de nous améliorer. Tu essayais de me rendre plus petit. Mission accomplie. Je rentrais à l'intérieur et commençais à fermer la porte. Non. Tu aimes l'idée de me remodeler en quelqu'un de plus acceptable. Ce n'est pas la même chose. Je fermai la porte et la verrouillai. Elle resta sur le porche encore 10 minutes. Mais je ne l'ouvris pas à nouveau. Finalement, j'entendis sa voiture démarrer et s'éloigner. Plus tard ce soir-là, je me fis à dîner et regardai ce que je voulais à la télévision. Pas de planification requise. Pas de réunion de consensus. Pas de documentation pour savoir si mes choix de divertissement renforçaient des stéréotypes problématiques. La maison était calme. Mais elle n'était pas vide. Elle était paisible. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer sans me demander si mes schémas respiratoires devaient être restructurés pour une harmonie domestique optimale. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un autre message d'elle, mais je ne le lus pas. À la place. Je bloquai le numéro et finis mon dîner dans un silence béni. Certains pourraient dire que c'est triste qu'un mariage se termine à cause de règles domestiques et de dynamiques de pouvoir. Mais voici ce que j'ai appris. Le respect n'est pas négociable. La dignité n'est pas optionnelle, et l'égalité signifie que les deux personnes ont le droit d'être humaines. Pas une personne jouant les réformatrices et l'autre étant le projet. La zone sans patriarcat était enfin complète. Population, une révolutionnaire très seule qui avait gagné la bataille, mais jamais la guerre. Notre histoire touche à sa fin, si vous êtes arrivé jusqu'ici. Pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.